Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 7 juillet, au sommaire cette semaine, 5 articles. Pouvoir d'achat, les Français plus optimistes, à lire sur acturetail.fr. L'e-commerce français a un marché de 150 milliards d'euros à capter pour la French Tech, à lire sur madines.com. IA, comment se met-elle au service du marketing, à lire sur e-marketing.fr. Shein ouvrira une marketplace en France d'ici la fin de l'année, à lire sur le JDN. Et enfin, rachat de Casino, les 3 scénarios qui attendent Cdiscount, à lire sur le JDN. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse accessible sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Je vous souhaite donc une bonne écoute, toujours sans coupure. Pouvoir d'achat, les Français plus optimistes, à lire sur acturetail.fr en date du 30 juin. Selon une enquête menée par Opinionway pour le compte de Bonial, les Français sont de plus en plus optimistes concernant leur pouvoir d'achat. Ils sont plus nombreux à penser que la situation s'améliorera principalement grâce aux efforts de la grande distribution. L'état d'esprit des Français face au pouvoir d'achat évolue de manière positive d'après une enquête menée entre le 31 mai et le 1er juin 2023 par Opinionway pour le compte de l'application Bonial. Une amélioration plus ressentie que vécue. En effet, 26% d'entre eux sont désormais optimistes sur cette question. C'est 9 points de plus qu'il y a 3 mois. À l'opposé, 47% restent inquiets, mais c'est 6 points de moins qu'en mars. Opinionway note également une meilleure perception des prix, pourtant toujours élevés. Selon l'Institut de sondage, les Français évaluent la hausse des tarifs alimentaires sur un an à 22%, alors qu'elle s'élève à 14,1% selon l'INSEE. Même chose au niveau de l'énergie, avec un ressenti de 23% contre une hausse effective de 2%. La grande distribution redore son image. Cet optimisme s'explique par l'engagement des acteurs de l'agroalimentaire de faire baisser les prix dans le cadre des négociations commerciales. Parallèlement, les Français apprécient les sorties médiatiques des patrons de la grande distribution comme Michel-Édouard Leclerc. Ces dirigeants ont prédit, ou plutôt promis, que l'inflation allait reculer à partir de cet été. Forts de leur discours rassurant, ils passent désormais pour des défenseurs du pouvoir d'achat, contrairement aux industriels qui profiteraient de l'inflation avec leurs marges exorbitantes. La grande distribution parvient ainsi à redorer son image vers une hausse des dépenses. Par ailleurs, les Français croient que c'est elle qui pourra enrayer l'inflation. Ils sont 32% à le penser contre 26% pour le gouvernement et 23% pour les marques. Davantage mis en confiance, les consommateurs se disent prêts à dépenser un peu plus dans les mois à venir. Ils comptent même augmenter de 53 € le budget mensuel consacré aux achats non essentiels pour atteindre 317 €. 50 milliards d'euros à capter pour la French Tech, à lire sur madines.com en date du 5 juillet. Sur le marché du commerce en ligne en France, c'est toujours la même histoire. Amazon est l'ogre américain à l'appétit insatiable qui ne laisse que des miettes à la concurrence. Néanmoins, les opportunités sont plus grandes qu'il n'y paraît pour les concurrents du groupe de Seattle. Et pour cause, si la firme d'Andy Jassy a vu son activité atteindre des niveaux inédits pendant la pandémie de Covid, sa part de marché dans l'Hexagone n'a pas progressé, elle a même reculé, passant de 22% en 2019 à 19% à l'issue de l'année 2020 selon Kantar. Dans ce contexte, certains acteurs tricolores parviennent à tirer profit de la fulgurante ascension de l'e-commerce ces dernières années, comme Le Bon Coin, Vip ou encore Showroom Privé. Le marché a de quoi aiguiser l'appétit des entreprises de la French Tech axées sur l'e-commerce, comme les Digitally Native Vertical Brands, les DNVB, qui se lancent exclusivement sur Internet. Et pour cause, celle-ci mise sur une chaîne de valeur complètement maîtrisée et une expérience client très affirmée.
de manière à fidéliser une communauté captée sur les réseaux sociaux. Le slip français Feed My Jolly Candle ou encore Make My Lemonade figurent ainsi parmi les DNVB qui ont connu le succès sur le marché français. Miracle, fleuron de la French Tech dans le commerce en ligne. Si ces DNVB passent souvent par les services du géant canadien Shopify pour déployer leur activité, d'autres acteurs français ont trouvé la parade pour s'arroger une part du gâteau de l'e-commerce. Parmi eux, il y a notamment Miracle, éditeur de marketplace qui épaule les retailers et les industriels pour contrer la puissance d'Amazon dans le commerce en ligne. Son approche lui a permis de devenir l'un des fleurons de la French Tech, ce qui s'est matérialisé par une intégration au sein de l'indice Next 40. Au-delà d'entreprises purement e-commerce, il y a également d'autres sociétés qui ont une carte à jouer, notamment celles s'attaquant aux problématiques autour de la livraison. C'est le cas par exemple de Cubin, start-up permettant aux commerçants d'externaliser leur logistique tout en gardant leur stock de manière à s'affranchir du modèle des marketplaces comme celui mis en avant par Amazon. L'entreprise qui a fait le pari de se positionner sur le premier kilomètre quand de nombreuses jeunes pousses préfèrent s'attaquer au dernier kilomètre, beaucoup plus coûteux, figure parmi les lauréats de l'indice French Tech 120. Belgique, Espagne et Allemagne, les autres marchés plébiscités en Europe. Ces initiatives ont de quoi donner des idées à davantage de jeunes pousses qui ambitionnent de faire leur nid dans l'e-commerce tricolore. Selon les derniers chiffres de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, la FEVAD, la France est le deuxième marché européen du commerce en ligne, derrière le Royaume-Uni, mais devant l'Allemagne, avec 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires en progression de 13,8% sur l'année 2022. L'e-commerce demeure ainsi un vecteur d'innovation pour l'économie française. Plus de 8 e-commerçants sur 10 souhaitent diriger en priorité ces investissements dans la RSE ou dans l'informatique, précise l'organisation, qui fédère plus de 800 entreprises du secteur. Le marché français est alimenté par 42 millions de cyberacheteurs qui réalisent en moyenne 54 achats en ligne par an pour un panier moyen de 65 €. Et si l'Hexagone ne suffit pas aux acteurs tricolores, la Belgique, 86%, l'Espagne, 68% et l'Allemagne, 65%, sont leurs destinations préférées pour se développer à l'international, indique la FEVAD, de quoi inspirer des DNVB qui veulent conquérir de nouveaux territoires. IA, comment se met-elle au service du marketing? À lire sur e-marketing.fr en date du 3 juillet. Selon une étude réalisée par le cabinet McKinsey, l'IA pourrait réaliser 45% des tâches de l'homme d'ici 2040. En marketing, l'IA est déjà utilisée pour traiter une masse de données clients. L'objectif, mieux comprendre le comportement des clients et anticiper les performances d'une campagne. L'utilisation de l'IA fait partie des tendances marketing de ces dernières années pour plusieurs raisons. Les progrès réalisés dans cette technologie ont permis de collecter et d'analyser efficacement les données clients. Cette nouvelle capacité de l'IA permet aux entreprises de mieux comprendre le comportement de leurs cibles, d'identifier les préférences de sa clientèle. En réponse, elles peuvent mettre en place une stratégie plus engageante et personnalisée. La sous-exploitation des données clients en entreprise. Dans son activité, l'entreprise constitue un actif immatériel conséquent. Il s'agit des données collectées par les fournisseurs, les produits, notamment les clients. Cette immense banque de données est pourtant sous-exploitée. Contrairement aux idées reçues, l'entreprise n'arrive pas à transformer ces informations en outils d'aide à la décision. Cette sous-exploitation remonte à l'avènement d'Internet dans les années 90. Les entreprises commencent à effectuer un stockage massif des données clients afin de les structurer. Les années 2000 voient l'apparition de nouveaux outils de reporting et de business intelligence. Cependant, les entreprises manquent encore de l'outil ultime capable de prévoir et de donner des informations précises sur le comportement des clients. Chez les fournisseurs d'accès à Internet, par exemple, ces entreprises détiennent des données fines grâce aux inscriptions, aux appels aux services clients, aux abonnements, etc. Pourtant, ils n'arrivent pas encore à identifier et anticiper les utilisateurs qui ne renouvellent plus leur abonnement. Cette lacune provient des limites des modèles de traitement des données actuelles.
Les comportements clients sont analysés selon une logique statistique. Les résultats concernent donc la population globale. Cette réalité ne facilite pas le travail des décideurs. C'est dans ce contexte que l'IA représente une véritable révolution en marketing. Comprendre le fonctionnement de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle représente une sous-discipline de l'informatique. Elle se consacre à la création d'un système informatique rivalisant avec l'intelligence humaine. Par extension, une IA possède les capacités suivantes: apprendre, communiquer, raisonner, planifier, agir, et ce, de manière autonome. En marketing, les systèmes d'IA utilisent des algorithmes complexes afin de traiter une quantité importante de données. En analysant ces informations, ils s'améliorent progressivement. Les techniques les plus utilisées par une IA sont le traitement de langage naturel et l'apprentissage automatique. Actuellement, 3 catégories d'IA sont utilisées en marketing. ANI ou intelligence artificielle faible, elle est destinée à réaliser des tâches limitées comme la reconnaissance vocale et d'images, la recommandation de produits en ligne. Cette IA est la plus courante dans l'univers du marketing. AGI ou intelligence artificielle générale, elle peut résoudre des problèmes complexes, apprendre de nouvelles connaissances. Cette IA raisonne comme un humain. Elle représente l'étape intermédiaire vers la création d'une IA autonome. ASI ou intelligence artificielle super intelligente, ses capacités dépassent clairement celles d'un humain. Elle peut résoudre des problèmes, plus de problèmes qu'un humain ne peut en résoudre. L'IA, une technologie nécessaire pour l'équipe marketing. 61% des experts en marketing estiment que l'IA représente la clé de leur traitement de données. Un autre chiffre intéressant, 15% des entreprises B2B prévoient d'investir dans l'IA en 2022, selon un rapport du CMI. En entreprise, elle est déjà utilisée dans la relation client, comme avec les chatbots, les campagnes d'emailing aussi. Ces chiffres démontrent la place grandissante qu'occupe l'IA dans la stratégie marketing. Gain de temps et de productivité. L'IA est reconnue pour sa capacité à effectuer des calculs complexes. Cette capacité lui permet d'automatiser certaines tâches au sein de l'entreprise. Ce sont généralement des tâches chronophages et à faible valeur ajoutée. L'intervention de l'IA procure de ce fait un gain de temps considérable que l'homme peut consacrer à une tâche plus valorisante. À terme, cela entraîne une augmentation de la productivité. Une étude réalisée par Science Narrative a même démontré que 80% des dirigeants d'entreprise considèrent l'IA comme un facteur de productivité. L'intervention de l'IA ne se limite pas à la réalisation de tâches répétitives, elle intervient également au niveau du processus, elle optimise la chaîne de production de différentes manières, en collectant et analysant les données pour aider les dirigeants à prendre une décision stratégique, en optimisant les ressources mobilisées, en anticipant les besoins dans chaque étape du processus. Une segmentation fine des données clients. L'efficacité d'une campagne marketing repose sur un meilleur ciblage. Ceci est rendu possible grâce à une segmentation plus précise. À partir des données clients, l'IA crée plusieurs sous-groupes de contacts. Malgré la quantité importante de données, elle arrive à segmenter efficacement les clients en plusieurs groupes cibles selon des critères comme les données démographiques ou les préférences de produits achetés ou de pages visitées. Amélioration du contenu. Le contenu marketing figure parmi les leviers de performance d'un site web. Seulement, la création de contenu demande du temps et des ressources. Un IA possède désormais les capacités de rédaction d'un article. Récemment, ChatGPT a fait parler de lui dans le domaine du marketing. Néanmoins, les contenus produits par un IA manquent encore de qualité, un défaut que l'algorithme de Google n'apprécie pas. En revanche, cet outil représente un réel appui pour orienter la stratégie éditoriale, identifier les sujets pertinents aux yeux des visiteurs. Analyse prédictive. Cette technique consiste à analyser des données statistiques afin d'élaborer des prédictions et construire des hypothèses. L'IA exploite des données sur le passé afin de prédire des événements futurs. Avec autant de données à traiter, le traitement par un humain devient impossible. Pourtant, les experts prévoient
une multiplication par 45 des données traitées d'ici 2035. L'intelligence artificielle repose sur le machine learning pour construire un modèle analytique. Elle est capable de prédire les performances d'un nouveau produit en se basant sur des facteurs identifiés dans le passé. Cette méthode s'appelle le marketing prédictif. Shein ouvrira une marketplace en France d'ici la fin de l'année, à lire sur le JDN en date du 5 juillet. Valorisée 66 milliards de dollars en mai 2023, la plateforme d'ultra fast fashion a enregistré une croissance fulgurante. Léonard Lin, Head of Public Affairs pour Shein, décrypte pour le JDN le modèle et les clés du succès controversé du géant chinois de la mode. Quels sont les éléments du succès rapide qu'a enregistré Shein ? Shein a été fondée il y a 11 ans et opère dans 150 pays avec un modèle différent des autres e-commerçants. Ce qui nous rend unique et que nous nous concentrons sur notre mission, rendre la mode accessible à tous et procurer des vêtements de qualité pour nos consommateurs du monde entier. Le second aspect sur lequel nous nous concentrons est d'être inclusif en proposant des programmes de taille large. Et le troisième élément est la localisation. Nous souhaitons opérer sur des marchés clés avec des équipes d'une vingtaine de personnes, comme c'est le cas à Paris. Nous nous adaptons aux préférences locales pour correspondre aux besoins des consommateurs français. Notre facteur différenciant est aussi notre modèle de business unique avec une production à la demande. Cela nous différencie des retailers traditionnels. Pour chaque design, nous avons une démarche de test and learn en produisant seulement 100 à 200 pièces pour l'ensemble de nos marchés. Contrairement à nos concurrents, nous ne produisons pas des millions de pièces que nous devons stocker dans nos magasins. Depuis le début, nous minimisons ainsi les déchets lors de la pré-production. Cela nous permet d'économiser et d'avoir des prix compétitifs. Nous pensons que notre modèle fonctionne et nous continuerons dans cette direction. Parlez-nous plus en détail de votre modèle logistique. Notre compétitivité en matière de prix tient à notre manière d'intégrer nos fournisseurs dans la plupart de notre système de gestion de la supply chain. Chacun d'entre eux voit des données concernant la demande, les types de produits et les volumes attendus et peut répondre à la demande avec agilité. Nous avons adopté cette stratégie dès le départ. Quand notre fondateur a créé l'entreprise en 2012, il a réalisé qu'il fallait réunir tous les métiers ensemble. Nous avons donc digitalisé nos processus avec des plugins qui placent nos fournisseurs directement dans notre système. Les bons fournisseurs qui produisent en temps et en heure des produits de qualité sont forcément payés plus vite. Cela leur donne du crédit. Nous avons un peu plus de 3000 fournisseurs en Chine. Nous continuons d'évoluer pour correspondre à la demande et nous produisons aussi au Brésil et en Turquie. Vous accroissez aussi votre présence en Europe. Pourquoi ? Nous avons ouvert un siège social à Dublin pour gérer nos opérations en Europe. C'est un endroit stratégique pour l'IT et nos fonctions managériales pour l'Europe y sont basées. Nous avons des bureaux dans les villes clés de l'Europe pour comprendre le style et les préférences de nos clients. Ils veulent aussi pouvoir disposer des produits rapidement. Nous avons donc augmenté notre investissement en Pologne, où nous possédons un centre de distribution pour l'Europe. Nous diversifions les marchés pour nous rapprocher de la demande et livrer plus rapidement. Vous avez ouvert des pop-up stores en Europe. Quel est l'objectif derrière ? Nous essayons d'avoir une présence offline en proposant une expérience omnicanale afin de permettre à nos consommateurs de toucher et de sentir nos produits. Nous avons déjà ouvert 3 pop-up stores en France et d'autres viendront dans les prochains mois. Nous prévoyons une trentaine de pop-up stores à travers l'Europe. Cela nous permet aussi de travailler notre image de marque. Nous voulons toucher nos consommateurs, engager avec eux, leur montrer que nous pouvons leur procurer de la mode de qualité et abordable. Nous faisons de même en Asie, aux États-Unis, au Brésil et au Mexique. Vous avez récemment ouvert une marketplace aux États-Unis, au Brésil et au Mexique. Pourquoi ?
Nous continuons d'évoluer et souhaitons nous assurer que nous répondons à la demande. C'est pour cela que nous avons annoncé notre marketplace global. Notre but est de permettre à nos consommateurs de se procurer une multitude de produits avec une offre complète sur les accessoires de la maison, la beauté, les produits lifestyle, entre autres. En faisant cela, nous permettons à nos clients d'avoir accès à une offre plus large et de recevoir leurs produits plus vite en utilisant des vendeurs locaux. Nous sommes aussi ouverts au fait de travailler avec d'autres marques. Nous souhaitons que notre marketplace soit aussi adopté par des vendeurs locaux, car il renforce notre stratégie de localisation pour mieux comprendre les tendances et les préférences locales. Notre objectif est de nous renforcer là-dessus, d'embarquer des vendeurs locaux avec nous. Et bientôt en Europe, nous l'avons ouverte aux États-Unis, au Brésil et au Mexique, et nous lancerons bientôt notre marketplace en Europe, dans quelques pays sélectionnés. Notre objectif est d'en ouvrir en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie d'ici la fin de l'année. Vous avez annoncé un partenariat avec Queen of Raw, une solution d'identification des tissus excédentaires, et mis un pied dans l'économie circulaire. Pourquoi d'autres actions vont-elles suivre ? S'engager dans une mode plus durable nécessite des actions collectives. Tout le secteur de la mode doit évoluer et devenir plus durable. Nous nous engageons et souhaitons faire partie de ce voyage, travailler avec nos partenaires et voir comment nous pouvons améliorer nos efforts pour être plus durable, aller vers une économie plus circulaire. Nous voulons travailler avec des partenaires comme Queen of Raw, pour voir comment créer un nouveau produit vestimentaire à partir d'anciens vêtements. L'objectif est d'améliorer notre façon de faire. Nous continuons de rechercher des partenaires pour améliorer nos efforts et devenir plus durables. Nous intégrons ces efforts dans notre roadmap. Nous embarquons avec nous dans cette voie nos designers afin d'utiliser des matières plus durables et de réduire nos émissions carbone. Nous sommes encore une entreprise jeune. Nous essayons de nous améliorer et de faire mieux. Réduire les déchets pendant la préconception est important pour nous. Ce n'est pas une question de coût, c'est aussi important d'un point de vue durable. Nous nous engageons à nous améliorer et à accélérer nos efforts. C'est dans l'ADN de l'entreprise. La plupart des gens ne comprennent pas notre business model parce que nous avons un nombre très large de références. Ils pensent que nous avons beaucoup de déchets, mais ce n'est pas vrai. Vous identifiez bien les tendances, comment procédez-vous ? Visez-vous d'autres segments que les Gen Z ? Nous nous appuyons sur notre connaissance du client, ce qu'ils achètent sur notre site et notre application pour identifier les styles et les couleurs tendances. Nous travaillons aussi avec d'autres entreprises spécialisées dans le marketing. Nous agrégeons les données pour comprendre les besoins des consommateurs. Nous avons de grosses équipes de digital marketing et nous nous appuyons sur nos réseaux sociaux pour interagir avec nos consommateurs. Le feedback des consommateurs, ce qu'ils cherchent, nous permet d'enrichir notre processus d'analyse des données pour être meilleur et offrir le produit que les consommateurs veulent. Les jeunes filles issues de la génération Z, âgées de 18 à 30 ans, est notre segment de consommateurs dominant. Cela ne veut pas dire que nous ne nous concentrons pas sur d'autres segments. Nous cherchons à étendre nos activités sur tous les groupes démographiques. Nous augmentons le nombre de nos références d'accessoires, de beauté et nos collections hommes. Nous voulons toucher tous les consommateurs que nous pouvons. Jusqu'à récemment, nous ne connaissions pas le nom du CEO de Shein. Vous semblez plus ouvert à la communication aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé entre-temps ? Nous n'avons rien à cacher. En tant que jeune entreprise, depuis le début, nous avons baissé la tête et nous sommes concentrés sur la construction de notre business. Mais en conséquence, il y a beaucoup de fausses idées qui circulent sur notre entreprise. Nous cherchons à ce que l'entreprise soit mieux comprise. Nous essayons de plus en plus d'en raconter l'histoire, de faire comprendre comment notre business fonctionne, clarifier les doutes que les personnes pourraient avoir sur notre modèle. C'est important pour nous de communiquer avec les parties prenantes, les gouvernements, les régulateurs. Nous avons grandi vite et avons été dépassés par notre succès.
Bruno Le Maire a récemment interpellé sur les conditions sociales dans lesquelles les vêtements de la fast fashion sont produits et leur sécurité en mentionnant Shein. Qu'avez-vous à répondre à cela ? Shein s'engage à être en conformité avec les lois et les réglementations des pays dans lesquels nous opérons. La France est un marché prioritaire pour nous et nous voulons rassurer nos clients. Nous nous engageons à leur procurer des produits sûrs et de confiance. Nous avons été proactifs dans notre relation avec les différentes autorités et administrations françaises, pris contact avec elles pour leur partager et leur expliquer notre business model et nos activités. Nous les avons jointes dans le passé pour voir s'il y avait la possibilité de les rencontrer. Nous restons ouverts et disponibles pour rencontrer le ministre de l'économie. Vous êtes aussi accusé de recourir à du travail forcé par les Ouïghours. Qu'en est-il ? Nous avons une tolérance zéro sur le travail forcé pour tous nos fournisseurs et nous-mêmes, nous avons développé un ensemble de règles robustes baptisées politique de responsabilité Shein en conformité avec les règles des conventions internationales sur le travail et avec les réglementations locales pertinentes. Nos règles concernent la santé et la sécurité au travail. Nous ne faisons pas travailler des enfants et ne recourons pas au travail forcé. Tous nos fournisseurs signent un code de conduite et doivent être en conformité avec celui-ci. Pour s'assurer que nos fournisseurs sont bien en conformité, nous recourons à des cabinets externes pour mener des audits non programmés. Si une non-conformité est relevée, nous prenons des mesures. Si nous ne pouvons pas améliorer les choses, nous nous réservons le droit de ne plus travailler avec certains de nos fournisseurs. Au-delà de ces vérifications, nous prenons nos responsabilités, nous nous concentrons sur l'amélioration de notre supply chain et de l'environnement de travail. Nous avons développé un programme pour les fournisseurs. Nous avons investi environ 70 millions de dollars pour améliorer l'environnement de travail et de bien-être des employés de nos fournisseurs. Des rumeurs d'IPO ont circulé aux États-Unis. Qu'en est-il ? Nous réfutons ces rumeurs. La France est-elle un marché particulier pour Shein ? La France est une des économies majeures en Europe, c'est la capitale de la mode, c'est un marché important pour nous, pas seulement d'un point de vue des consommateurs, mais aussi comme source d'inspiration. Il est important pour nous d'améliorer notre aspect créatif. Nous avons notre programme Shein X, dont l'objectif est de travailler avec des designers indépendants. Ils peuvent se concentrer sur la création et nous gérons les pain points pour eux, comme la production, le marketing et la vente. Nous en avons 3000 dans le monde et 100 en Europe. La France est un des marchés dont ils proviennent le plus. Nous avons aussi ouvert une Creative House dans le 2e arrondissement de Paris pour les stylistes et les designers qui collaborent avec nos équipes. Nous y produisons par exemple du contenu et des live shopping diffusés sur nos réseaux sociaux. Rachat de Casino, les 3 scénarios qui attendent Cdiscount, à lire sur le JDN en date du 3 juillet. La plateforme bordelaise pourrait être vendue pour générer des revenus ou rester dans le giron de Casino si l'offre de Kretinsky ait choisi un rapprochement avec la Fnac, créer un mastodonte de l'e-commerce français. Alors que l'affaire Casino arrive peu à peu à son dénouement, qu'en est-il de la situation de Cdiscount ? La plateforme marchande, donc Casino, est devenue actionnaire dès 2000, avant de racheter en janvier 2011 la participation de ses fondateurs et de détenir ainsi la quasi-totalité du capital. Va-t-elle être vendue à part ou continuer à faire partie du groupe ? La situation de Cdiscount n'est pas au beau fixe. La marketplace est chahutée, prise entre le marteau et l'enclume, avec d'un côté Amazon et de l'autre les multi-spécialistes. Cdiscount est fort sur le meuble, mais il y a aussi Maison du Monde. Cdiscount est fort sur l'électroménager et la tech, mais il y a aussi Fnac et Darty. Sa livraison est moins rapide et son expérience client moins bonne que celle de ses concurrents, souligne Clément Génelot, vice-président Equity Research Retail et e-commerce chez Bryan Garnier & Co. Une situation économique défavorable malgré tout. Cdiscount reste un actif de poids avec une market cap de 1,2 milliard d'euros et un volume d'affaires de 3 milliards, précise Laurent Foiry, cofondateur et managing partner au sein du fonds d'investissement Spring Invest. Sans oublier
une audience mensuelle de près de 20 millions de Français, mais la plateforme enregistre aussi 500 millions d'euros de dettes nettes, rappelle le dirigeant. Pour le site détenu par Cnova, une filiale du groupe Casino, les bons résultats générés pendant le Covid ont vite été oubliés. Son chiffre d'affaires était en baisse de 21,4% en 2022 comparé à 2021 et son volume d'affaires en recul de 15% au premier trimestre 2023 par rapport à la même période il y a un an. Le tout dans un secteur où les marges sont faibles. Le business d'une marketplace n'est pas évident. Sur un même secteur, les prix et les produits sont les mêmes d'une plateforme à l'autre. La commoditisation de l'achat en ligne fait le jeu d'Amazon au détriment de Cdiscount. Le business d'Amazon ne repose pas sur sa marketplace mais sur AWS et le retail média. Cdiscount en a pris conscience un peu tard. La dette technique semble aussi importante quand nous regardons le site de Cdiscount, continue Laurent Foiry. Pour Clément Genelot, dans l'immédiat, l'avenir de Cdiscount est flou. Explorons les scénarios les plus probables pour l'avenir de la marketplace. Scénario 1, Niel, Pigas et Zouari vendent Cdiscount. Le groupe Casino, en procédure de conciliation depuis avril 2023, a fait savoir qu'il lui manquait 900 millions d'euros pour pérenniser son activité. Parmi les candidats à la reprise du groupe, 2 prétendants ressortent. D'un côté, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui compte mettre sur la table 1,1 milliard d'euros, dont 750 millions investis par sa société d'investissement EP Commerce, et 150 millions par Fimalac, la société d'investissement de Marc Ladrit de Lacharrière, un ami de Jean-Charles Naouri, l'actuel PDG du groupe Casino. Les 2 hommes détiennent déjà respectivement 10 et 2,65% de Casino. En face, le trio d'investisseurs Xavier Niel, le fondateur de Free, le banquier d'affaires Mathieu Pigas et Mouez Alexandre Zouari, le directeur général du réseau d'enseignes Terac, a annoncé investir personnellement entre 200 et 300 millions d'euros et qu'il réunirait auprès de créanciers de quoi atteindre 1,1 milliard d'euros. Si c'est le trio Niel, Pigas, Zouari qui remporte la mise, va se poser la question de la monétisation de Cdiscount. Le plan proposé par Casino le lundi 26 juin pour réduire sa dette est lacunaire. Il ne présente pas d'investissement sur Monoprix ni de rénovation de magasins et fonctionne dans l'hypothèse d'un rachat des actifs sud-américains avant fin 2024. Le nouveau propriétaire sera donc contraint de vendre une partie du business pour la réinvestir dans le groupe et Cdiscount est bien sur l'une des options, explique dans le détail Clément Genelot. Dans l'hypothèse où le trio rachète Casino, il est probable que Cdiscount soit donc vendu. Encore faut-il que ce rachat soit validé, Bercy ne voyant pas forcément d'un bon œil l'arrivée de fonds d'investissement étrangers qui accompagneront financièrement le trio d'acteurs au sein du capital d'un des groupes de la distribution alimentaire française. Scénario 2, Kretinsky vend à la Fnac. En avril, le 24 avril dernier, le milliardaire tchèque a avancé ses pions avec son offre de 1,1 milliard d'euros. L'homme d'affaires qui a fait fortune en rachetant des centrales à charbon partout en Europe est déjà présent sur le marché français. Il s'est emparé de plusieurs médias, notamment Elle, Télé 7 jours, Version Femina, Marianne, et est entré au capital du Monde et a renfloué Libé. Il est aussi présent dans la distribution. Daniel Kretinsky est devenu actionnaire principal du groupe Fnac Darty en dépassant la barre des 25% du capital en avril 2023 et possède des parts dans le groupe allemand Metro. Pour Clément Genelot, Kretinsky est à la tête d'une holding. Son but est de tout vendre. Il n'est pas là pour gérer un groupe, mais vu les fuites, il y a Cdiscount en tête. Son plan pourrait aussi être de le vendre à la Fnac. Il est aussi compliqué de voir à qui il pourra le vendre, ajoute Clément Genelot. Scénario 3, Cdiscount reste chez Casino qui investit. L'option la plus logique est que Cdiscount soit vendu au rachat
du groupe Casino. En fonction de la restructuration de la dette, si Daniel Kretinsky ou un autre financier prend le contrôle, il cherchera à vendre les actifs, que Cdiscount reste dans le groupe Casino, et donc un scénario le moins probable. Il y a besoin de récupérer de l'argent frais, explique Clément Genelot. La faillite de Cdiscount n'est pourtant pas envisagée. Si un autre investisseur ou une entreprise retail n'est pas intéressé, Cdiscount peut être vendu à un fonds d'investissement. Une augmentation du capital de Cdiscount avec revente des titres et des actions est aussi une option possible, ajoute Clément Genelot. Pour Laurent Foiry, ce n'est pas une société qui a vocation à déposer le bilan, car elle reste rentable. Pour se relever, le groupe a surtout besoin que des investissements soient réalisés et d'une restructuration. Ces investissements ont été repoussés parce que Casino cherchait à vendre. Alibaba arrive de manière insistante en France. Chaque concurrent a un avantage. Alibaba a le prix, Darty la confiance, la Fnac le réseau de magasins et Amazon la commodité. Dans ce paysage dense, qu'est-ce qui fait la différenciation de Cdiscount, s'interroge Laurent Foiry. Un actionnaire en déroute ? Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.